Explorateurs de l'imaginaire, bienvenue sur ces terres. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le chapitre 1 des Cycles corrompus, le premier tome de la saga Les Aînés, à paraître aux éditions Plume Blanche. Je ne devais guère avoir plus de 3 printemps, lorsque ma sœur nous racontait le soir, alors que mon frère et moi étions blottis l'un contre l'autre sous nos couvertures, ce que mon père appelait ces idioties romanesques sur les dieux et les maîtres. Malgré mes efforts, je ne parviens plus à me souvenir quelle était la teneur de ces histoires. Mais une chose est sûre, j'étais à 1000 lieues de les trouver idiotes. Mon frère aîné et moi-même raffolions de ces aventures qui, maintenant que j'y repense, sortaient certainement tout droit de l'imagination, sinon de ma sœur, de quelqu'un qui les lui avait rapportées. Aussi loin que peuvent remonter mes souvenirs, j'ai toujours été fascinée par nos aînés. Qui ne le serait pas, surtout lorsqu'il est enfant. J'avais près de 7 ans la première fois que mon frère et moi fûmes sévèrement disputés par notre père à cause de notre négligence. Deux brebis avaient profité de notre inattention, alors que notre rôle était de garder le troupeau, pour se lancer à la recherche de pâturages plus à leur goût. Notre père nous avait trouvés en train de jouer au chevalier maître dans les sous-bois jouxtant le pré au lieu de surveiller les bêtes. C'était en voyant l'une des fugueuses rentrer seule à la bergerie qu'il s'était posé des questions sur la qualité de notre travail. Il ne nous laissa aucun répit jusqu'à ce que nous retrouvions la deuxième fugitive. 2 jours nous furent nécessaires afin de réparer notre étourderie et 2 autres pour parvenir à nous asseoir sans douleur après la correction infligée. Je tenais déjà mes plus grandes aventures, mes meilleurs jeux, mes plus douces rêveries et mes plus belles punitions à ces majestueux reptiles ailés, sans en avoir jamais aperçu un de mes propres yeux. Les aînés sont autant respectueux envers nous que nous envers eux. Ils savent que survoler les pâturages où broutent les troupeaux ne ferait que les effrayer et donner plus de travail aux paysans. C'est pourquoi ils n'évoluent que rarement à portée de vue du bétail, ou des hommes. Pourtant, cette chance me fut donnée lorsque j'approchais de ma 9e année. Je me souviens de ce jour-là, encore ancré profondément dans ma mémoire. C'était un bel après-midi, sans nulle trace de nuages dans l'azur parfait du ciel. Les bêtes étaient tout autant rebutées que nous, à l'idée de s'exposer à la chaleur suffocante de la prairie. Aussi les avions-nous laissés à la relative fraîcheur de leur bergerie pour aller nous baigner à la rivière qui longeait le sous-bois. Cela avait d'abord été comme un éclair, dans un coin extrême de mon champ de vision. J'avais soudain tourné la tête et étais restée bouche bée. Ce ne pouvait être vrai. Je m'étais frotté les yeux et il demeurait bien là. J'avais donc poussé un cri afin d'avertir mon frère qui n'avait pas remarqué la merveille au-dessus de nous. Il volait haut, certes, mais moins qu'à l'accoutumée. Peut-être cherchait-il quelque chose, ou peut-être était-ce simplement dû à l'absence du moindre nuage. Je ne sais lequel de nos aînés j'aperçus alors. Il planait trop loin pour que je le reconnusse. Toutefois, je me souviens être resté à admirer le ciel qui avait porté son empreinte, longtemps après qu'il eût disparu. Mon frère et moi devions dès lors passer les soirées qui suivirent cette rencontre à nous décrire l'un l'autre le spectacle auquel nous avions assisté. Nous étions fascinés, envoûtés, rêveurs dès qu'il s'agissait de nos dieux. Nous étions semblables à tous les enfants de notre âge, des garnements à l'avenir remplis d'aventures imaginaires, destinés à poursuivre la dure réalité du travail de leur père. Rien ne me distinguait de mes semblables, ou du moins ai-je toujours ignoré ce que j'avais de différent. Jusqu'au jour où je crus être devenu fou. Ce moment aussi s'est clairement gravé en moi. C'était en automne, je venais tout juste de fêter mes 10 ans. Il faisait un vent terrible, mais mon frère et moi étions tout de même dehors à jouer. Du haut de la colline sur laquelle se dressait notre maison, nous nous amusions à courir face au vent, les bras grands ouverts. Nous avions vraiment l'impression de voler. Je m'élançai dans une énième descente, un énième envol, lorsqu'une voix s'invita dans mon esprit. Ce fut d'abord un gloussement amusé, puis une tonalité profonde, magnifique, charmante. « Vole, petit, vole jusqu'à moi. » Il ne m'avait guère fallu de temps pour me figer à l'écoute de ces mots, me demandant si je les avais rêvés ou s'ils étaient bien réels. Sur l'instant, je n'entendis que le juron que mon frère lâcha en me rentrant dedans. Il avait été surpris par mon arrêt brusque et n'était pas parvenu à m'éviter. Nous mîmes un certain temps à nous dépêtrer de nos manteaux, écharpes et même jambes emmêlées, mais je ne m'étais pas relevée. J'écoutais toujours,
tournant la tête en tous sens afin de découvrir d'où était venu ce son. Je me rappelle avoir demandé à mon frère si c'était lui qui avait parlé, et sa moquerie s'était évaporée avec le retour de la voix. « Non, c'est moi qui te parle, petit homme. Tu me connais, tu m'as déjà aperçu. Mon frère pourrait avoir besoin de toi. Explique à tes parents que tu as entendu l'appel et rejoins-nous. » Aussi étrange que cela puisse paraître, et même si je n'avais, à l'époque, aucune idée de ce que signifiait avoir entendu l'appel, je me précipitais à la maison où mon père et ma mère travaillaient à de menues tâches en attendant la fin du gros temps. Je me souviens être entrée dans la maisonnée, telle une bourrasque de vent, en sautant de joie autour de mes parents et en répétant à tue-tête « J'ai entendu l'appel !» J'étais euphorique, sans pouvoir me l'expliquer. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait là d'un effet du premier contact entre un esprit humain et celui d'un aîné. Mon père s'était levé, me saisissant par les épaules afin de m'immobiliser et me demandant de répéter. Je ne me fis pas prier. On aurait dit que je venais leur annoncer la découverte de pépites d'or dans la rivière. Et il y avait de quoi. Un de leurs fils avait la chance de servir les dieux et, un jour peut-être, de rejoindre les rangs des maîtres. Quand bien même cela signifiait 2 bras en moins pour le travail à la bergerie, ils étaient les parents les plus heureux du monde. Je ne compris ce que l'appel signifiait que le lendemain, alors qu'un de ces êtres tant admirés se posait avec grâce au beau milieu de la pâture, à quelques pas de mon frère et moi qui étions sortis lorsque nous l'avions aperçu dans le ciel depuis une fenêtre. 1 heure plus tard, je quittai la maisonnée sans savoir si j'y reviendrais un jour. Et après 10 années passées à la tour, j'étais choisi pour être le nouveau maître de l'Aïcha. Je n'ai jamais revu la demeure familiale. Mon seul regret est de ne pas pouvoir connaître l'opinion de mon frère vis-à-vis de tout cela. M'en veut-il d'avoir été celui qui a été choisi? M'envie-t-il d'être devenu ce que nous avons toujours tous deux rêvé? Ou est-il simplement heureux pour moi? Peut-être un jour mes fonctions me laisseront-elles suffisamment de temps et me permettront-elles de retourner rendre visite à ma famille. Malheureusement, partager un cycle de l'Aïcha, l'incarnation de la vie, la reine de nos aînés, ne permet guère de déplacement au-delà des limites du domaine de la tour. Néanmoins, devenir le maître de vie est la plus belle chose qui pouvait arriver à un tout jeune fils de berger. Journal de Maître Elvost al-Laïcha, 14e maître de vie. Le ciel s'étirait en une clarté absolue, offrant à la terre les doux rayons du soleil printanier dont la maigre chaleur se disputait avec la brise encore fraîche. Soudain, une ombre fugace me survola, parée d'éclats dorés. Je souris. Allongé sur le dos, dans l'herbe, je sautai sur mes 2 pieds et m'élançai vers l'arbre qui bordait le muret de pierre, plusieurs mètres plus loin. Escalader ses branches était pour moi un exercice rodé, et il me fallut à peine plus de quelques secondes afin d'atteindre mon observatoire. Elle était là, se baignant dans le lac qu'abritait la clôture au bas de mon perchoir. Sublime. Le soleil donnait à ses écailles des reflets mordorés, les gouttelettes que soulevaient ses mouvements ornaient les pointes osseuses et la membrane de ses ailes d'autant de perles irisées. L'Aïcha était de loin la plus belle créature que ce monde abritait. J'en étais persuadée, et pour cause, devant moi se tenait la reine des aînés, l'incarnation de la vie. Moment d'extase bref, qu'il fallait savoir attendre pour le mériter. Aspirant des Nords. Le ton sec me fit sursauter, et je manquai descendre de ma branche bien plus vite que je ne l'aurais voulu. Le rire qui accompagna ma réaction récolta une réplique immédiate de ma part. « Emeric, triple andouille, j'ai bien failli me briser le cou !» Un instant plus tard, cet idiot de blondinet au sourire insolent m'avait rejoint. Un air béat se dessina sur son visage quand il posa les yeux sur le spectacle que nous offrait l'aîné. « Ce n'est vraiment pas gentil de garder ça pour toi, Dénor. Tu pourrais penser à ton vieil ami quand même. » Nous restâmes un bon moment silencieux, puis l'Aïcha prit son envol, son bain terminé, et d'un battement de ses ailes gigantesques s'éloigna en direction du sommet de la tour où se trouvait son domaine. Quand elle ne fut plus dans notre champ de vision, Emeric me donna un coup de coude. « Avoue que tu maudis chaque jour cette limite d'âge idiote. Rater la mue de Dame Leïcha à 2 petits mois près. » Je soupirai, lassé autant qu'amusé par la rengaine qu'il me servait en toute occasion depuis 6 mois. « Je maudis surtout ta langue trop bien pendue. Lorsque Maître Delia est tombé malade, son aîné savait pertinemment qu'elle disposait de peu de temps afin de lancer son appel. J'étais trop jeune dès le départ, ce n'est donc pas pour elle que Dame Leïcha m'a convoqué. Alors fais preuve d'un peu de respect, je te prie, sinon tu risquerais de le regretter lorsque la prochaine mue m'élira comme nouveau maître. »
Mon ami rit en me tapant l'épaule. Mais oui, bien entendu. Maître Ilvin commence à se faire vieux. Tu régneras sur la nuit aux côtés de Dame Denia au lieu d'être le maître des maîtres. C'est déjà ça. Sans que je puisse répondre, il dégringola de l'arbre et partit en courant vers les bâtiments des aspirants, laissant son rire résonner dans son sillage. Je souris de ce spectacle et, quittant mon perchoir, je lui emboîtai le pas à vive allure dans l'idée de le rattraper. Il avait déjà atteint l'entrée du dortoir lorsque j'arrivai enfin à son niveau. Un échange de piques coutumiers s'ensuivit, puis nous prîmes nos carnets et plumes avant de nous diriger vers la salle de classe. Nos journées se déroulaient ainsi, paisibles à l'ombre de la tour, rythmées par les cours qui nous préparaient encore et toujours au grand jour qu'était la mue d'un aîné et les tâches inhérentes à toute communauté. Cela faisait bientôt 2 années que je vivais entre ces murs, pourtant j'avais déjà oublié ma précédente existence, composée de mendicité parfois, de vol souvent. Certains de mes condisciples avaient été fils de seigneurs, filles de marchands ou d'un quelconque fermier, ou d'autres, tels que moi, avaient été sortis de la fange des cités. Toutefois, au pied du domaine des dieux, nous étions tous égaux, des élus, ceux qui avaient entendu l'appel des aînés. La dernière de ces convocations, à laquelle j'avais répondu, avait été émise par Dame Leisha. À l'approche de la mort de leur maître, les aînés lançaient un appel à travers les terres de notre monde à la recherche de leurs prochains compagnons. Plusieurs candidats répondaient, pourtant un seul était véritablement choisi lors de la mue. Étant le plus jeune de ceux qui répondirent avec moi à l'invitation de vie, je me fis très vite remarquer. Emmerich et son sourire avenant ne pouvaient passer à côté du gamin crotteux, mais fasciné que j'étais. Nous étions rapidement devenus inséparables. Bien que d'un âge semblable au mien, mon ami vivait entre ces murs depuis de nombreuses années. Il appartenait à cette catégorie d'aspirants qui, appelés très jeunes, n'étaient élus que beaucoup plus tard. Nous savions également qu'une grande partie d'entre nous ne serait jamais maîtres, mais très peu se décourageaient au point de rentrer chez eux. Les plus âgés s'occupaient des plus jeunes ou bien servaient les maîtres en tant qu'assistants. Nous étions à part, élevés à l'écart de toute autre influence que celle de nos guides, considérés comme des êtres d'exception par nos parents mêmes. Le retour à une existence banale et, la plupart du temps, difficile, était tout simplement inenvisageable. Il aurait fallu que je fusse fou pour vouloir abandonner un lit douillet et un estomac bien rempli en faveur du froid, de la faim et de la misère. Emmerich me tira de ma rêverie d'un coup de coude dans les côtes afin de me dévoiler son dernier croquis, le bain de vie. Mon ami était un véritable artiste, pourtant je lui fis les gros yeux et dissimulai d'un geste vif son œuvre sous mon carnet. Il était strictement interdit aux aspirants d'importuner les aînés. Avouer ainsi notre faute était de la folie, l'exposer en plein cours, sous le nez d'un maître, était du suicide. J'appréciais énormément Emmerich, mais son insouciance me causait de sacrées sueurs froides. Il pouffa à ma réaction avant d'être rapidement rappelé à l'ordre par un groupe d'aspirants plus âgés à l'air sévère. La journée se poursuivit sans surprise, égale aux précédentes, certainement identique aux suivantes. Emmerich et moi nous retrouvâmes à la nuit tombée au pied de notre arbre habituel, une fois le repas et les corvées achevés. Nous avions pour habitude de nous isoler ici, attendant que le sommeil nous réclamât avant de rejoindre nos dortoirs respectifs. Ce soir-là, nous restâmes silencieux, à l'affût du mouvement d'air qui trahirait l'arrivée d'un aîné sur les bords du lac, mais la nuit était rarement propice à leur baignade. En revanche, la tour offrait un spectacle magnifique, celui d'une nuée d'étoiles que formait la multitude d'ouvertures sur ses flancs, éclairées par les torches, bougies et autres feux. Je sentis, plus que je ne vis, Emmerich se relever et s'étirer. Il bâilla bruyamment, puis m'ébouriffa les cheveux. « Ne t'endors pas là, si tu tombes malade, tu pourras à nouveau manquer ta chance de devenir maître. » Mon grognement de protestation le fit glousser, et il s'éloigna en me souhaitant la bonne nuit. Je lui retournai son salut avant de m'installer confortablement contre le tronc de l'arbre. Je n'avais pas sommeil, et la fraîcheur de la nuit me paraissait plus attrayante que la chaleur étouffante du dortoir. Je demeurais ainsi un moment qui me parut tout autant infiniment long qu'incroyablement court. Je sortis de ma rêverie dans un sursaut, et il me fallut un certain temps pour interpréter ce qui m'avait interpellé ainsi. Un frottement au-dessus de ma tête, à peine audible, comme une caresse du vent sur les feuilles de l'arbre. Je ne compris qu'avec le bruit sourd qui s'ensuivit, et que je ne connaissais que trop bien. En quelques secondes, je me retrouvai dans les branches de l'arbre, le cœur battant. Toutefois, le lac n'était pas éclairé la nuit, et je ne distinguais qu'avec grand-peine la silhouette de l'aîné. Aussi discrètement que possible,
Je tentai de m'avancer le long de la branche sur laquelle je me tenais. Concentrée sur l'ombre, j'eus à peine un soubresaut quand la voix résonna. « À ta place, je ne me risquerais pas à cela. » Un craquement accompagna la remarque, et je sentis la branche céder sous mon poids. Le sol me réceptionna sans la moindre délicatesse, et un gloussement se répandit alors dans mon esprit. J'ai pourtant essayé de te prévenir. Tout autant surpris par ma chute que par ce que j'entendais, je restai prostré à même le sol. Tu ne t'es pas blessé, j'espère. Certes, tu ne voles pas très bien, mais la hauteur n'était pas si importante. Je me redressai en me frottant le bas du dos, puis relevai le regard. Face à moi, à peine 1 mètre plus loin, se tenait l'aîné. L'éclat des étoiles trahit alors la couleur de sa robe. Dorée, ses écailles étaient dorées. Je venais d'importuner Dame Laïcha, sans compter que je passais certainement pour un aspirant parfaitement ridicule. Un nouveau rire accompagna mes pensées. Tous les enfants sont pâteaux et maladroits. Tu ne te débrouilles pas trop mal avec seulement 2 jambes. Toutefois, pour grimper dans les arbres, il te manque une queue. Tu sais, comme ces singes dans les terres du Sud. Éberlué, je demeurai muet. Venais-je vraiment d'être comparé à un primate par la reine des aînés ? Ne te vexe pas, c'était une plaisanterie. De plus, ce n'est pas la première fois que tu viens m'espionner. C'est à moi d'être offensé, je suppose. Rassure-toi, je te trouve plutôt amusant comme petit homme. En revanche, tu ne devrais pas passer ta nuit ici. Rentre vite te coucher. Je me contentai de hocher la tête et fis volte-face vers le muret. Je me sentais idiot de ne pouvoir prononcer le moindre mot, mais, après tout, j'étais en présence d'un aîné, et qui plus était leur reine. Emmerich aurait donné tout ce qu'il avait afin d'être à ma place, et il m'étranglerait certainement dès qu'il en aurait vent. Cette idée m'arracha un sourire, et je tentai tant bien que mal d'escalader le mur. Malheureusement, il n'était pas prévu à cet usage, et l'obscurité ne m'aidait en rien. Je glissai une seconde fois, quand je sentis une force me pousser dans le bas du dos, et, la seconde suivante, je me retrouvai à dégringoler de l'autre côté, tête la première. Je me redressai et me retournai. Dame Laïcha dépassait d'au-dessus l'obstacle de pierre. « Et voilà, tu es à nouveau du bon côté. File te reposer. » Je saluai un peu gauchement l'aîné et retrouvai le chemin menant vers les bâtiments des aspirants quand sa voix me retint. « Écoute, quoi qu'il arrive, garde à l'esprit ce que je vais te dire. Une nuit suffit pour changer un homme, toutefois cela est aussi vrai pour nous. Reste fidèle à toi-même, ainsi ce sont les autres qui plieront devant ta volonté, non l'inverse. Et n'oublie jamais ton ami. Son cœur n'a que faire de la distance ou des erreurs. Alors si tu as peur ou que tu es perdu, reviens vers lui. » Je demeurai un instant interdit. Alors l'aîné prit son envol, ne me laissant guère l'occasion de lui demander quoi que ce fût. Je rentrai donc au dortoir à pas de loup, me glissant dans la chaleur de mes couvertures. Je crus n'avoir dormi que quelques minutes, lorsque je fus réveillé en sursaut par une voix forte. « Aspirant Lénoriac, Dénor et Irvine, c'est peut-être votre jour de chance. Sautez de votre lit, je vous veux dans le nid dans 10 minutes. » Ici s'achève ce premier chapitre. Pour découvrir la suite des aînés, je vous donne rendez-vous en avant-première à Mons Livre les 16 et 17 novembre, au Cultura de Brive le 21 décembre, ou en mars pour la sortie officielle chez Plume Blanche.